David, bienvenue ici sur Limite. David Erco, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Oui, mais merci de m'accueillir, Vince. Donc moi, je suis médecin de formation, médecin généraliste au départ, et puis avec une formation en santé publique derrière. Et j'ai d'abord travaillé dans l'humanitaire, le développement, la coopération au développement dans différents pays d'Afrique, d'Asie, sur l'organisation du système de santé. Donc c'est vraiment remettre en route les situations, le système de santé, donc le fonctionnement des soins, l'hôpital, les centres de santé, et voir comment s'assurer que les services sont rendus à la population, soit après une guerre ou dans une situation où les ressources ont été manquantes et on vient relancer le système. J'ai fait ça pendant quelques années, puis j'ai travaillé à l'Institut de médecine tropicale à Anvers comme chercheur en politique internationale de santé, où on étudiait comment les chercheurs du Sud peuvent être plus influents sur la scène internationale. Et on étudiait aussi pourquoi un État va arriver à faire fonctionner ses hôpitaux, son système de santé ou pas, dans les pays en développement essentiellement. Et puis en 2013, j'ai changé, pas complètement, parce que je fais un peu la même chose, mais maintenant je m'occupe uniquement de la région bruxelloise. Et donc j'ai d'abord travaillé à l'Observatoire de la santé et du social, qui s'occupe d'un petit peu faire les études sur quels sont les besoins de la population bruxelloise en termes de santé et de pauvreté. Et après quelques années, je me suis dit, là, il faut que je fasse, que j'avance sur les enjeux de l'organisation du système de santé à Bruxelles, ce qui est mon expertise d'avant. Je me suis dit, je vais l'appliquer à Bruxelles. Et donc maintenant, depuis 4-5 ans, je travaille sur la politique de santé à Bruxelles et essentiellement ce qu'on appelle la première ligne ou les soins de santé primaires. Donc c'est comment renforcer les soins à domicile, la médecine générale. Et donc tu t'es retrouvé en plein milieu de cet ouragan du Covid, alors j'imagine. Ça va, tu t'en remets? Ça va, je m'en remets. Ça a été chaud, je pense, comme pour beaucoup de monde, dans le secteur de la santé en tout cas, et du social. Ouais, ça a été dur, mais maintenant c'est passé. Et donc on revient petit à petit aux choses qu'on avait prévu de faire avant et qui avancent doucement. Je suis ravi de t'avoir, parce que sur cette chaîne, d'ailleurs à laquelle je vous propose de vous abonner, n'hésitez pas à commenter tout au long de cette vidéo et de mettre en bas carbone si jamais vous êtes là pour la longueur et que vous écoutez, ça sert à rien de la mettre en 1080. C'est important parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes sur cette chaîne et à chaque fois, la notion de santé est apparue, mais on n'a jamais approfondi. Et forcément, sur Limite, on parle des limites aux ressources, des changements de système, de la déstabilisation géopolitique, de la contraction énergétique, moins d'énergie disponible, en même temps du changement climatique et ses effets. Et lorsque on a décidé de créer cette chaîne, c'est parce que forcément j'ai eu un choc personnel. La situation Covid a été un moment de choc, surtout le confinement, et de voir nos hôpitaux être saturés de plus en plus, et de voir que ça se passait un petit peu partout dans le monde entier, ce phénomène de saturation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on ne peut plus soigner personne en affaires courantes, on va dire, des gens qui ont besoin de se faire soigner pour un tout, pour un rien. Et je me demande, mais qu'est-ce qui se passe si l'hôpital s'arrête? Et là, j'ai commencé à faire des exercices de pensée pendant ce confinement et ça m'a fait froid dans le dos, vraiment. Après, j'ai creusé tout ce qui était rapport Meadows, changement climatique et puis énormément de choses en matière de ressources. Et je suis vraiment honoré de t'avoir et je pense qu'on va vraiment approfondir les choses. C'est flippant, un monde où les hôpitaux ont moins d'énergie à disposition, surtout dans des situations géopolitiques complexes. Tu vois, je pense notamment à l'Ukraine là maintenant. Toi, ça te fait pas flipper quand tu regardes un petit peu l'avenir et l'autoroute qu'on est en train de prendre pour l'instant par rapport au système de santé? Enfin, l'autoroute que prend le système et comment le système de santé peut être résilient par rapport à ça? Mais tu vois, il y a deux choses dans la santé. Il y a ce que les soins peuvent nous apporter, et ça, on dit en général, c'est 10 à 30% de la santé, et puis il y a tout le reste. Et en fait, le reste, ça ne va pas s'arrêter. Ou en tout cas, ce n'est pas lié à l'hôpital. L'alimentation, l'eau, la sécurité, c'est des éléments qui vont amener que les gens soient en bonne santé ou pas. Et évidemment, quand on parle des limites, et tes invités précédents en ont déjà parlé, ça met sous tension aussi l'eau, l'alimentation, la sécurité. Mais la santé n'est pas le seul élément, enfin les soins de santé ne sont pas le seul élément sur lequel on peut travailler pour la santé. Donc moi, je n'ai pas peur qu'on va tous tomber malades ou raide mort s'il y a moins de ressources. Ça, j'ai aucune crainte. Par contre, il y a une série de services essentiels qu'on devrait s'assurer de sécuriser, de s'assurer qu'eux peuvent continuer même si la quantité d'énergie ou de matière diminue.
Donc ça, oui, c'est de ça qu'on peut parler un peu, c'est de dire, mais si aujourd'hui on a moins de matière ou moins d'énergie, qu'est-ce qui se passe en partant d'ici ou en essayant de se projeter dans le futur et de voir comment on passe d'ici à là, comment on anticipe, comment on se prépare. J'ai beaucoup réfléchi à ça et ça ne me fait pas peur. On peut y arriver. On va s'organiser et si on veut, ben on peut mettre en place, je pense, beaucoup de choses pour maintenir un niveau de santé acceptable pour tout le monde. Ouais, parce que la santé du futur et la médecine du futur, c'est quand même quelque chose dans lequel on doit se projeter. Bon, on est dans un système qui fonctionne essentiellement aux énergies fossiles. C'est 80% à l'échelle mondiale. Peut-être certains pays, en fait, effectivement arrivent à décarboner, mais grâce à d'autres pays qui restent malgré tout très carbonés, même si cette volonté de décarboner à l'échelle globale, je pense un petit peu simplement à tous ces médicaments qui sont nécessaires et qui fonctionnent grâce à un système qui est fossile, grâce au pétrole notamment. Comment est-ce qu'on parvient, je ne sais pas pour l'avenir, à pouvoir donner des médicaments en suffisance à un maximum de personnes, alors que justement, ce qui permet de les développer et de les créer va arriver à manquer et on doit l'arrêter justement pour des problèmes climatiques. Est-ce que tu t'es déjà projeté dans ces questions-là? C'est des vraies questions. C'est difficile parce qu'on essaye de simplifier ou de rendre accessible la complexité. Alors je sais que je te pose une question qui est bien plus complexe que l'énoncé formulé, quoi. Oui. Mais donc, pour essayer de le formuler simplement, si tu veux, dans les milliers de médicaments qui existent aujourd'hui, il y en a une partie qui sont vraiment essentielles, avec lesquelles on peut soigner ou aider la plupart des gens. Par exemple? Par exemple, le paracétamol, les antibiotiques, les vaccins. On a beaucoup parlé des vaccins, mais les vaccins, c'est quand même quelque chose qui, si on les a plus, aura un impact. Aujourd'hui, on ne voit pas trop à quoi ça sert un vaccin, parce que tout le monde est vacciné, ou la majorité des gens sont vaccinés. On a oublié la polio, on a oublié les dégâts que ça a fait la avant. rougeole, le tétanos, ces choses-là, la rage. Bon, la rage, on n'est pas vacciné, on a réussi à le faire par d'autres mesures, et on pourra y revenir. Mais donc, pour la rage, par contre, il y a des sérums qui sont utiles, si jamais ça revenait. Donc, il y a des technologies qui sont un peu techniques, qui sont un peu anciennes, mais on pourrait se dire, tiens, ça c'est vraiment les technologies, les médicaments essentiels, et celles-là, on devrait être capable de les produire localement. Quand je dis localement, ce n'est pas dans chaque village, quoi, mais à une échelle où on peut se transporter, et on se concentre sur ceux-là et on s'assure qu'ils sont présents, qu'on a les know-how. Il y a énormément de compétences en Belgique, par exemple, de chimistes, de laborantins, de pharmaciens, qui ont ces connaissances ou qui pourraient les avoir. On a des sociétés pharmaceutiques de premier niveau. Donc si on se dit, ben voilà, aujourd'hui, on veut rapatrier la production, c'est possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des molécules qui servent à faire des médicaments sont fabriquées en Asie ou en Inde ou en Chine. Plus de 60%. 60% des médicaments qu'on utilise aujourd'hui viennent d'Inde et de Chine. Voilà. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et donc du coup, quand on a eu la situation Covid, alors moi je sais que j'ai comme beaucoup de gens, certainement des gens qui regardent la vidéo, on a eu une problématique sur les masques parce qu'ils étaient quasiment tous produits en Chine. Et ça, c'est ce qui était en apparence. Mais alors ça veut dire que lorsque les industries sont fermées, on a aussi une pénurie de médicaments ou pas? Ça, on a réussi à l'éviter à ce niveau-là? Ou une réduction drastique du nombre de médicaments disponibles vu que c'est produit là-bas? Mais donc il y a eu ça s'est peut-être pas tellement vu dans le grand public, mais dans les hôpitaux, ils ont eu des problèmes d'antidouleurs par exemple, d'anesthésiants pour les personnes qui étaient aux soins intensifs. Il n'y en avait plus assez, du curare pour éviter que les gens qui sont sous ventilation ne recrachent le tube. On leur donne un produit qui calme en fait, qui empêche de bouger. Et donc on peut les ventiler sans qu'ils crachent le tube qui leur permet de respirer pendant la période où ils sont vraiment sous sédation. Et là, pendant quelques jours, semaines, il n'y en a pas eu assez. Et donc il a fallu gérer hôpital par hôpital. Est-ce que vous en avez encore? Ah, il faut les envoyer à tel hôpital. C'est de l'énergie aussi, ça quand même, hein, de prendre, de récupérer au niveau logistique. Il y a eu des équipes qui ont passé leur temps à téléphoner dans les pays voisins. Qu'est-ce que vous avez un peu de stock? Vous pouvez nous envoyer quelques flacons? Il y a vraiment eu un moment chaud sur des médicaments pour les soins intensifs, mais aussi sur des consommables. Les tuyaux ou les respirateurs, il n'y en avait pas assez. Tu vois qu'on était vraiment au pic de personnes hospitalisées. Et c'est vrai que tu te rappelles peut-être, mais il y a eu un moment où toute une série de buzz et de gens qui fabriquaient des respirateurs avec des masques de grande surface. Ouais. C'est vrai. Et donc parce qu'on n'en avait pas assez. Système D, quoi. Ouais. Système D. Mais justement, c'est quand même un peu flippant. Ça veut dire que si on est tributaire de ça, mais imaginons demain, je ne sais pas, tu te retrouves,
La guerre en Russie, perso, je ne l'ai pas vu venir, sauf des experts peut-être l'ont vu, j'en sais rien. Je ne suis pas non plus expert en géopolitique. Mais qu'est-ce qui nous dit que demain, puisque la Chine quand même nous produit tout ça, n'est pas capable, à un moment donné, simplement de se dire, bon, pour des raisons stratégiques, on va essayer, enfin en tout cas couper un certain approvisionnement, ça nous mettrait quand même à défaut. Alors quand tu dis de rapatrier, est-ce qu'on est capable, nous, de réindustrialiser et de produire chez nous? Enfin tu dis localement, voilà, tu ne parlais pas dans les villages, mais il faut aussi pouvoir faire pousser toutes ces plantes, toutes ces molécules, enfin c'est quand même énormément d'énergie à investir. En combien de temps on serait capable de faire quelque chose comme ça? Est-ce que c'est possible là maintenant? Alors, ça dépend à quel niveau tu te poses sur possible. C'est-à-dire que techniquement, on a les compétences en Belgique pour le faire. Je dirais on a peut-être même déjà les usines, mais les incitants financiers et les réglementations font que c'est beaucoup moins cher de le fabriquer en Chine et en Asie. Donc, si on veut les produire ici, il faut des incitants financiers. Si tu te rappelles, les masques, ça a été déjà toute une histoire pour lancer des productions de masques en Belgique. C'est assez simple, les masques, c'est du tissu. On a des excellentes industries du tissu en Belgique. Il y a quelques sociétés qui se sont lancées à produire des masques excellents, de bonne qualité, première qualité. Mais dès que la Chine a rouvert et a commencé à produire, le prix des masques en Chine était 10 fois inférieur au prix des masques en Belgique. Si à ce moment-là, on n'arrive pas à protéger notre industrie locale et qu'on est toujours dans ce système de moins cher, ouais. Alors les industries ici vont de nouveau fermer. Et c'est ça qui s'est passé avec les masques. Mais alors du coup, c'est compliqué aussi. À partir du moment où nous, les coûts sont élevés, c'est dû certainement au niveau déjà de la Belgique. Mais à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut continuer à produire localement? On ne pourra pas faire le même nombre de quantités. Est-ce qu'en amont, il n'y a pas quelque chose d'autre à faire? Tu parlais de la santé, que la santé, c'est également comment on se nourrit. Est-ce que l'idée d'investir mieux dans notre alimentation, arrêter tout ce qui est concept de malbouffe, ne permettrait pas, je ne sais pas, je lance une idée, de diminuer la pression dans l'avenir? Parce que quoi qu'il arrive, c'est des choses qui vont devoir se restreindre. Et malheureusement, aujourd'hui, on est plus à réagir sur les crises que sur les métacrises. Oui. Le Covid, on réagit sur le moment, mais on ne réfléchit pas à ça sur notre descente énergétique, qui est inévitable, puisque l'Europe ne produit pas en quantité suffisante d'énergie fossile qui nous permettent justement de maintenir toute cette machinerie, tu vois. Mais donc, oui, tu as raison, on peut agir sur les déterminants qui fait qu'on va être en bonne santé ou pas. Mais quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens qui vont se blesser, il y aura toujours des infections, donc on doit s'assurer les médicaments essentiels, si tu veux. La base, il faut qu'on investisse et il faut qu'on aborde ce problème de production et de concurrence déloyale avec des pays qui ont moins de règles en matière d'environnement, en matière de salaire, de droits humains. Et donc, si on ne règle pas ça, on ne règle pas le problème. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est que tout le monde, les malades chroniques, ils aient un petit stock des médicaments qu'ils ont besoin, qu'il faut qu'ils aient au moins 1 mois. Tout le monde devrait avoir 1 mois de médicaments, des médicaments qu'ils utilisent tout le temps, ou un peu plus en fonction des dates de péremption, mais ça, c'est une première chose qu'on peut faire, c'est augmenter la résilience pour que si jamais tout à coup il manque des médicaments, on ait un peu de temps pour s'organiser. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire. La deuxième chose que tu proposes, c'est effectivement de diminuer les besoins. Ça, c'est super intéressant, mais ça prend du temps. Si aujourd'hui on dit, voilà, on veut diminuer le diabète ou la chirurgie du genou, et ça, c'est lié à l'obésité, au surpoids, donc on va changer l'alimentation, la malbouffe. Et si on commence aujourd'hui, le temps que les gens perdent du poids ou que les nouvelles générations ne soient pas en surpoids, ça met 10, 15, 20 ans, quoi. Donc aujourd'hui, pendant les années qui viennent, ce que je veux dire, c'est que les actions de prévention qu'on va mettre en place et qu'on doit mettre en place pour anticiper le futur n'auront pas un impact immédiat sur la charge de soins qui est nécessaire déjà aujourd'hui à cause des pollutions ou des expositions toxiques qu'on a eues récemment. Mais j'ai un peu l'impression que si on doit prendre ces choix-là, c'est quoi qu'il arrive, en fait, aller à l'encontre de gains financiers élevés, immenses, et que c'est pas intéressant parce que la rentabilité, elle est pas spéciale pour l'instant. Et j'ai l'impression que tant qu'on est dans un système qui veut aller vers une croissance économique, donc en fait faire du profit, mais en diminuant drastiquement les coûts pour maximiser les gains, tant qu'on a cette idée-là, j'ai l'impression que ce modèle, qui est un modèle important pour notre survie à tous demain, en tout cas pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible, j'ai l'impression qu'on n'y est absolument pas et qu'il faut, au-delà de revoir le système de santé, revoir l'alimentation, revoir juste venir plus avec des notions entre guillemets de décroissance, mais on n'y est pas du tout. Et donc moi, je t'avoue que ce confinement et cet hôpital qui a vacillé pour ce virus, je me suis dit, mais merde, mais
Mais demain, ça, moi personnellement, ça m'effraie un peu quand même, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe si je pourrais mourir potentiellement d'une petite rage de dents, quoi, parce qu'on n'a pas les antibiotiques, parce qu'on n'a plus tel type d'antibiotiques à tel moment, et que je pourrais passer sur le carreau juste parce que je suis tombé de ma chaise, ou ma famille, ou mes descendants. Enfin voilà, je te fais part un peu de mon éco-anxiété là pour le coup, mais j'essaye un petit peu de comprendre certaines pistes, parce qu'on parle là de raréfaction, et donc de problématiques géopolitiques, hein, la Chine qui produit tout, l'Inde qui produit tout, mais des règlements climatiques là-dedans. Alors, il y a des tas de pays qu'on appelle moins avancés, où il y a déjà ce genre de problématique, où l'accès à l'hôpital est compliqué, où ça met du temps. Et donc, on peut s'inspirer, en fait, c'est ce qu'on appelle le rétro-développement, tu vois, s'inspirer des systèmes de santé, de l'organisation des soins dans des pays qui ont moins d'énergie. Et où c'est compliqué, difficile d'accès. Et de voir ce qui marche dans ces pays-là et anticiper pour faire évoluer notre système vers un système qui est moins énergivore, mais qui maintient malgré tout les services essentiels. Donc, il y a des pays qui sont en avance sur nous, pour le coup, tu vois. À ce niveau-là? À ce niveau-là, oui, ouais. Parce que j'imagine bien qu'un dispensaire, un hôpital qui soit au milieu, par exemple au Congo, qui se trouve extrêmement loin, et que la ville la plus proche voilà, est à 80 km par exemple, j'imagine bien que ça va être tout un concept pour l'atteindre. Je donne une petite anecdote, c'est vrai que j'ai eu la chance de partir en Amazonie. Ceux qui suivent cette chaîne d'ailleurs ont vu quelques vidéos. Et je me suis dit, mais maintenant, s'il m'arrive un truc là maintenant, je suis foutu. Je me suis vraiment dit ça, hein, parce que l'hôpital le plus proche était à 100 km. Donc, et c'était un petit hôpital, c'était une petite clinique. Et là, vraiment, je me suis dit, non mais là, je vois vraiment pas comment je pourrais m'en sortir. Et alors du coup, bah, ça va, hein, ils ont les savoirs de la forêt, hein, donc les autochtones d'Amazonie. Ils expliquaient, voilà, nous on utilise cette plante-là en antibiotiques, etc. C'est des idées aussi, ça, de cultiver des antibiotiques naturels dans son propre jardin, dans l'espace public, et de se dire, ah tiens, il y a une infection, on peut utiliser ça, c'est très efficace. Des savoirs anciens. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui paraît dérisoire ou faisable dans une ville moderne, par exemple. Il y a des études qui ont été faites par un laboratoire ici à l'ULB, pas très loin d'ici. Il y a un musée de la pharmacie et ils ont fait un livre sur les plantes médicinales et qu'est-ce qui marche dans les plantes médicinales. Oui, sans rentrer dans l'homéopathie, hein, on n'est pas là pour parler de ça, hein, tu vois. Donc vraiment les plantes qui marchent et qui ont donné des médicaments. Il y a un programme européen aussi d'identification des savoirs traditionnels et de voir si vraiment ils marchent ou pas. Mais honnêtement, ça reste anecdotique ce qu'on va pouvoir faire avec juste des plantes par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Je pense qu'on doit, dans la mesure du possible, garder une capacité de production chimique. Alors basée sur du pétrole, du biogaz ou du bioplastique ou des processus qui partent peut-être de technologies qui resteraient disponibles dans un monde contraint. Mais il faut que collectivement on choisisse ce qu'on garde parce qu'on ne pourra pas tout garder. Mais donc, pour ta question, est-ce qu'on peut le faire à partir des plantes? C'est limité. Il y a eu quelques médicaments très difficiles à utiliser à base d'une plante pour les rythmes cardiaques, par exemple. Ou alors la morphine. La morphine, ça vient d'une fleur, le pavot. Donc, il y a des choses qu'on pourrait refaire, tu vois. Mais c'est un peu... Et en quantité limitée, de toute façon. Et puis il y a le temps que la fleur pousse, le temps de pouvoir la cultiver. Tout ça aussi, c'est une prise de temps pour... Je vois bien que c'est infime par rapport à la population qu'on est aujourd'hui. Mais pour revenir au changement climatique, du coup, je me dis, on a vécu une situation, nous, en Belgique, il y a 1 an, c'est les inondations de Verviers-Liège, qui ont été même jusqu'en Allemagne et malheureusement qui ont tué. On met encore du temps pour s'en sortir. L'été dernier, il y a eu une canicule et une sécheresse qui a encore des effets aujourd'hui, malheureusement sur les nappes phréatiques en Europe. Tous ces éléments cumulés, contraintes énergétiques et en même temps dérèglement climatique. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que l'hôpital est résilient et prêt, là maintenant, dans un cas de crise climatique intense, genre un été avec une grosse sécheresse et puis tout d'un coup énormément de pluie avec énormément de gens à soigner, et avec ce développement du renouvelable, est-ce que la balance, entre guillemets, bénéfice-risque, je veux dire, c'est très complexe ce que je veux demander, mais et à la fois ça ne l'est pas, je vais essayer de le dire en une phrase. Est-ce que l'hôpital est prêt pour des événements climatiques intenses qui pourraient se produire dans les 1, 2, 3 ans à venir et qui nous permettraient d'encaisser un choc et des chocs? Ça dépend un peu des risques auxquels on fait face. Ce qui s'est passé du côté de Liège, en fait, c'était très localisé. Et donc, par exemple, il y a des cabinets de médecine générale qui ont été inondés, même emportés. Ceux-là n'ont plus pu rendre service, mais ils sont organisés avec les cabinets qui étaient sur les hauteurs,
qui ont repris les patients qui avaient besoin de médicaments en urgence, etc. Il y a eu une solidarité locale qui s'est organisée. Ça, on peut faire face. Si maintenant, à l'échelle de, je ne sais pas moi, la région bruxelloise, on aurait une situation comme il y a eu à Cape Town avec un 0D où il n'y a plus d'eau, si ça concerne que Bruxelles, il y a des mécanismes de gestion de crise qui feraient qu'on assurerait l'approvisionnement en électricité, en eau, et les hôpitaux sont des priorités. Donc si tu veux, dans des situations de crise aiguë, sécheresse courte, enfin, pic de chaleur intense mais court, inondations localisées, le système de gestion de crise Peut absorber. Peut absorber, ouais. C'est plus sur le long terme. Un des risques qui pour moi est sous-estimé aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en électricité. Parce que si on arrivait à du délestage, les hôpitaux restent prioritaires. Mais si on avait, je ne sais pas moi, des attaques, un peu comme il se passe en Ukraine, où Poutine vise les centrales électriques, tu vois, l'hôpital sans électricité, ça devient compliqué. Quel service est-ce qu'on peut encore faire? La salle d'op, il y a besoin de lumière, les respirateurs, il y a besoin de lumière, les pompes à morphine, il y a besoin d'électricité. Il y a des groupes, mais les groupes sont limités. Ils sont limités avec l'essence qui est disponible. C'est limité peut-être à 2, 3, 4 jours, tu vois. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait si on a une crise d'intensité élevée avec des problèmes d'approvisionnement sur une période un peu plus que 2-3 jours? Une ville comme Bruxelles, c'est résilient 2-3 jours, au-delà c'est compliqué. Un des scénarios les pires, ce serait une grève des camionneurs, tu vois. Parce que l'hôpital vit en flux tendu, comme beaucoup de systèmes économiques, les stocks à l'hôpital sont très petits. Ça vient en flux continu pour limiter les zones de stockage. Et donc si demain il y a une grève des camionneurs... Et puis la chaîne du froid aussi, c'est très complexe à conserver ça. La chaîne du froid, oui, là il faut l'électricité, il faut les stocks, mais si les médicaments n'arrivent plus, ou l'oxygène, ou des choses comme ça dans l'hôpital, ben, tu ne sais plus faire tes services. Donc les risques systémiques qui sont plus là, tu vois, le simple canal de Suez avec un bateau qui se met en travers, ça pourrait avoir un impact sur un produit en particulier. Alors on peut le faire venir en avion, etc. Mais tu vois, la fragilité du système dépend de mécanismes et de systèmes d'équilibre. C'est drôle parce que forcément, quand on voit les choses d'un point de vue plus systémique, tu dis effectivement, cet exemple-là, le bateau qui s'est renversé et qui a eu un impact sur des gens qui n'ont pas eu leur carte mémoire ou leur carte son qu'ils voulaient pour leur ordinateur, etc. et plein d'autres produits, effectivement pas dans les temps, mais ça a en effet un impact sur la santé. Mais imaginons que de l'autre côté, il y a une crise climatique intense en Chine qui a ravagé toute une zone industrielle qui exporte ou qui fait, et qu'en même temps, de l'autre côté, aux États-Unis, il y a un feu de forêt qui fait que... Je veux dire, le problème, c'est qu'on arrive tellement dans un moment en fait, où de plus en plus on a des situations dramatiques et climatiques dont on ne parle pas forcément dans les médias. Je suis abonné à 2-3 chaînes YouTube qui démontre qu'est-ce qui se passe comme événement gravissime dans le monde entier. Tempête, inondation, glissement de terrain, feu de forêt. Et en fait, ça se passe tous les jours. Mais on n'en parle pas forcément, mais ça se passe vraiment tous les jours. Et quand c'est intéressant ce que tu me dis quand tu me parles qu'il faut prendre exemple sur une forme de rétro-technologie. Je t'avais parlé en rétro sur les pays, par exemple, d'Afrique, où c'est beaucoup plus compliqué. Ils encaissent énormément le changement climatique déjà. Ils n'ont pas spécialement l'énergie pour pouvoir construire un hôpital partout, de pouvoir l'alimenter de plein de façons. Et donc, du coup, ils trouvent plein de systèmes D. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc c'est ça l'avenir, c'est faire en sorte de rendre l'hôpital moins dépendant, donc essayer de diminuer la nécessité d'y aller, donc on parlait de l'alimentation, tout ça, mais essayer de faire en sorte qu'il puisse résister à des chocs pour allonger ses capacités en fait en cas d'événements graves qui vont malheureusement se produire. Je veux dire, c'est inévitable qu'en Belgique, ce qui s'est passé à Verviers, se reproduise. On parle qu'il y a des événements qui vont se reproduire 14 à 200 fois plus toutes les boucles de rétroaction. Donc en fait, c'est maintenant, aujourd'hui, il faut faire en sorte que l'hôpital trouve déjà des moyens, que ce soit des services décarbonés qui nous permettent d'y aller. Toutes ces flux d'ambulances, à un moment donné, ça va aussi être compliqué, peut-être d'avoir énormément d'ambulances qui peuvent venir chercher les gens, etc. etc. C'est déjà trouver des moyens aujourd'hui et déjà d'entamer cette transition. Mais alors là, du coup, toi qui as la tête dans le guidon, est-ce que cette transition, tu sens qu'elle est en cours? Est-ce qu'elle se produit déjà? On est déjà en train de faire en sorte que l'hôpital soit plus résilient face au choc? Ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des hôpitaux, je pense qu'ils ont pris conscience de l'empreinte environnementale de l'hôpital. Et il y a eu plusieurs rapports, notamment du Shift Project ou de Healthcare Without Harm, qui ont commencé à essayer de réfléchir sur comment diminuer l'empreinte carbone
du système de santé. Il paraît qu'en Belgique, on fait partie du top mondial de l'énergie, hein, de l'énergie investie, retour aux patients. Ouais, c'est ça. On est quand même pas mal. Mais alors du coup, donc, tu me dis qu'ils ont déjà travaillé là-dessus. Ben, c'est-à-dire qu'on en est à la prise de conscience. Il y a eu 2-3 rapports sur ce qu'il faudrait faire. Les Anglais sont déjà plus loin. Ils ont un plan de décarbonation du système de santé qu'on n'a pas encore en Belgique du tout. En France, ils ont produit un rapport où ils ont analysé l'empreinte du système de santé français et ils ont fait des propositions d'action, mais on ne les a pas encore mises en œuvre. Et là, on est juste à diminuer l'empreinte, on n'est pas à augmenter la résilience face au choc. Augmenter la résilience face au choc, je pense qu'il faut le faire absolument, tu as raison. Et donc, non, je ne pense pas qu'il y a déjà une prise de conscience par rapport à ces risques systémiques et à la réponse. On a déjà, en fait, le problème, tu vois, c'est qu'on a déjà tellement de difficultés pour assurer le quotidien aujourd'hui, que tout le monde ait la tête dans le guidon, comme tu dis, et surtout après le Covid où ça a été compliqué, qu'on est juste en train d'essayer de remettre le système à flot, quoi. Et la réflexion sur dire, mais si demain on a une baisse de l'énergie ou une baisse des flux de matière, comment on fait? On n'y est pas encore, parce qu'en fait, ça demande des investissements, des réflexions. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les événements qui sont liés à gauche, à droite dans le monde, tu vois, il y a certaines molécules, je pense que c'est le paracétamol. Donc, le paracétamol, c'est ce qu'on prend tous les jours. Classique, un Doliprane, Doliprane. C'est ce qu'on prend le plus souvent. C'est 2-3 usines dans le monde qui produisent la grosse majorité de cette molécule, et elles sont toutes en Chine. Donc il y aurait une grève ou un événement canicule, sécheresse majeure sur ces usines-là. Il se pourrait que pendant 6 mois, 1 an, la production baisse de 50%. Tu vois, donc aujourd'hui, ça fait 50% de personnes en plus qui galèrent en quelque sorte. Ouais, donc ça veut dire plus d'antidouleurs à l'échelle mondiale, quoi. Voilà, c'est ça, parce que c'est un système qui est aussi à flux tendu, donc c'est-à-dire que ce qui est produit est utilisé. Ouais. C'est pas comme s'il y avait une surproduction de médicaments. Je pense qu'on est plus dans un cadre à l'échelle mondiale, en tout cas de pénurie, hein, de manque, et toujours des besoins, Mais ça, le gouvernement, toi, tu collabores avec eux. Est-ce qu'ils sont déjà en train de mettre des choses en place pour qu'on puisse essayer de faire en sorte de ne plus être tributaire de la Chine, ou ça vraiment c'est encore trop macro-systémique, métacrise, c'est encore trop loin? Alors il y a un groupe de recherche allemand, c'est des sociétés pharmaceutiques qui fabriquent des génériques. Donc les génériques, c'est des médicaments copies de l'original, moins chers. T'achètes pas la marque, quoi. C'est sans marque, quoi. C'est la marque blanche. Et eux, ils ont dit, mais il y a un risque là, et est-ce qu'on ne pourrait pas relocaliser la production? Mais pour ça, il y a des préalables. Donc si tu veux, on en est à ce niveau-là. C'est les groupes de réflexion qui interpellent les gouvernements pour dire il faut que l'Europe, l'Allemagne est un gros producteur industriel en Europe, ou l'Allemagne et puis la Belgique aussi, au niveau pharmaceutique, on a des capacités. Mais moi, je n'ai pas vu encore de documents qui allaient dans ce sens-là au niveau du gouvernement, mais je suis pas au cœur des décisions en pharmaceutique, mais ça s'applique à toutes les technologies de la santé. C'est pas juste le paracétamol, quoi. Tout ce qu'on utilise à l'hôpital est fabriqué. En Belgique, 80% de l'empreinte CO2 du système de santé est importée. Ça veut dire que à 80%, notre système de santé, nos hôpitaux dépendent d'importation. 80% d'importation à l'échelle mondiale, européenne, enfin c'est quoi? C'est européenne, enfin c'est non belge, donc ça inclut les Européens. Et le reste du monde. Voilà. On a cette parce que européenne, je me dis bon, je suis un peu rassuré, on a l'Union européenne qui permet de faciliter ça. T'as pas le chiffre sur la dépendance de l'extérieur de l'Union européenne? Je pourrais te le trouver, il est dans le rapport de Healthcare Without. Tu me l'enverras, je le mettrai en description. Voilà. C'est important de savoir à quel point on peut être tributaire justement de cet extérieur. Alors, je veux te rebondir sur un truc. On parle de raréfaction des ressources, bien sûr, de l'effet du changement climatique. Et parfois, ça m'arrive d'aller dans les écoles, d'expliquer la biodiversité, d'expliquer à quel point elle est importante et qu'on repose dessus, un petit peu comme sur un hamac. Et au fur et à mesure que les maillons pètent, bon, on tient bon, et à un moment donné, il y a 2-3 maillons qui pètent de trop, et là, ça bascule rapidement. Parfois, c'est très difficile pour le commun des mortels, qui est néophyte dans ces questions-là, de comprendre le rapport entre biodiversité et sa propre santé. Est-ce que je pourrais me donner des exemples concrets? Parce qu'une baleine qui s'éteint, c'est triste, c'est horrible et effroyable, mais l'être humain n'y est pas forcément directement lié, même s'il peut y avoir un rapport indirect. Est-ce que toi, tu peux me donner des exemples concrets où là, si quelque chose se fout le camp, nous, on est directement impacté, par exemple, et qui est en rapport avec notre santé?
Alors, je vais donner un exemple qui est sur l'alimentation. Et là, sans aliments, on meurt. Ah oui. Ça, c'est fort. Ouais, merci. La plupart des choses qu'on mange, les fruits, les légumes, ça dépend de la pollinisation. Et donc, si les pollinisateurs, donc les abeilles, disparaissent ou sont en quantité insuffisante, il n'y a plus de pollinisation et donc plus de fruits, plus de certains légumes qui sont pollinisés. Ça diminue la production. Parce que j'essaie de comprendre ce principe de pollinisation. J'ai toujours un peu l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qu'on mange est quasiment sous serre, sauf quand c'est importé de très très loin, et que c'est l'être humain qui fait en sorte de polliniser correctement, que ce soit mettre des intrants pour pouvoir avoir suffisamment de production, ou encore qui va faire d'un processus chimique, ou qui va essayer de faire pousser. Mais c'est quoi en fait? Si maintenant je fais pousser du café, c'est quoi? C'est une abeille qui va venir avec... j'essaie de comprendre le processus, comment ça se produit en fait, que ça permet d'augmenter Mais donc pour qu'un fruit naisse, il faut que, entre guillemets, les deux plantes s'accouplent. Et donc l'abeille, elle va prendre du pollen dans une fleur, et puis elle va les butiner dans la suivante, et elle va déposer du pollen et en reprendre un peu. Voilà, le vent le fait, mais l'abeille le fait efficacement. Le vent le fait, mais l'abeille le fait mieux. D'accord. Et donc, ce faisant, dès qu'il y a eu pollinisation par le vent, c'est assez compliqué, il faut que ça soit dans le bon sens, ou par l'abeille, alors c'est plus efficace, le fruit peut commencer à pousser. Sinon, on a des jolies fleurs et puis c'est tout. Et donc, perdre les abeilles, c'est perdre notre alimentation, en tout cas réduire drastiquement la production, et donc ça a un impact sur nous. Mais alors, donc du coup, on compte le changement climatique a un effet effectivement sur la biodiversité, mais juste nous, en tant qu'êtres humains, on est dans cette fameuse 6e extermination, extermination, c'est quand même nous qui faisons ça. Ça aussi, c'est une problématique. Comment est-ce que... En fait, à chaque fois, on se rend compte que tout est intrinsèquement lié à la santé, mais ça aussi, c'est un pan sur lequel il faut pouvoir essayer d'agir d'une certaine façon. Clairement. Si on veut que l'humain, Homo sapiens, survive, il a besoin d'un écosystème qui fonctionne. Il faut qu'on puisse se nourrir, il faut qu'on puisse boire de l'eau qui est potable, il faut qu'on puisse respirer de l'air qui est suffisamment pur. Et ça nécessite d'investir dans notre environnement. Il faut qu'on ait de l'eau qui n'est pas polluée ou qu'on arrive à dépolluer, il faut qu'on ait de la nature qui pousse. Parce que c'est à travers la nature qu'on va avoir un équilibre et avoir une boucle, un écosystème. Donc si on dit maintenant on va tous habiter dans des villes et tout faire pousser dans des serres, on n'arrivera pas à maintenir l'ensemble des besoins primaires qu'on a. Je pense que c'est illusoire de croire qu'on va pouvoir tout faire pousser dans des laboratoires, quoi. Ou dans des villes, parce qu'il y a cette idée aujourd'hui, et je vois beaucoup ça dans les programmes politiques, de verdir la ville, mais en tout cas de commencer à faire pousser, etc. Bon, ça permet d'aller chercher ta menthe pour ton petit thé du soir, 3-4 fois dans la semaine, puis après ta menthe, c'est fini. Elle a pas, je veux dire, ce qui est nécessaire à notre alimentation complète, je prends l'exemple de Bruxelles, il y a plein d'autres villes, vous pouvez prendre en référence Rennes, Bordeaux, Genève, tout ce que vous voulez. Nous, on a 1 200 000, c'est pas avec des petits potagers que tu parviens à avoir suffisamment de menthe, de romarin, etc. pour les besoins du quotidien. Non, c'est clair, c'est clair. Bruxelles dépend d'approvisionnements qui viennent de plus loin. Je pense que les études sur la capacité de Bruxelles de s'auto-alimenter, c'est 30%. 30% d'auto-alimentation si on y allait à fond, intra-Bruxelles ou par rapport à la Belgique? Intra-Bruxelles. D'accord. Si on y allait à fond, quoi. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Mais si quasiment, on se disait tous les espaces verts, on commence à les cultiver petit à petit et tout, on pourrait arriver à 30%. On pourrait arriver à 30%. Donc de toute façon, une ville comme Bruxelles a besoin Donc on passe d'1 million d'habitants à 300 000 habitants. Donc mais ça, c'est vu de façon très... C'est l'autre solution. C'est horrible. Non, mais tu vois, parce que tout ça, moi, ça me fait me dire... Bon, je sais que l'Europe est en recul en termes de naissance. Est-ce que c'est pas par là que ça passe, justement, le fait d'avoir moins d'enfants, le fait de diminuer cette charge sur les écosystèmes qui permettront, en fait, simplement de pouvoir nous adapter à la descente énergétique par rapport à nos soins de santé, nos besoins. Je sais pas, je pose ça là. Je pars pas du principe que le problème est d'ordre de population à l'échelle mondiale, puisqu'il y en a qui consomment beaucoup plus que d'autres, donc il y a des grosses disparités quand même. Mais je me demandais justement si le fait que l'Europe ait un recul en termes de naissance, est-ce que c'est une chose positive ou pas par rapport à ça? Tu vas me dire non, parce que si ça se trouve, on peut être moitié moins, mais consommer 2 fois plus. Oui, voilà. C'est ça la réponse.
Je pense qu'il y a eu des études qui montrent qu'on peut nourrir l'humanité avec 10 milliards d'êtres humains. Il faut manger moins de viande et donner plus d'espace à la nature pour que le cycle naturel, enfin qu'on arrête de détruire les environnements qui permettent la culture qui nous nourrit, si tu veux. Donc il y a eu des rapports qui montrent qu'on peut être 10 milliards sur Terre et quand même tous avoir à manger. Donc le fait d'arrêter d'avoir des enfants, il y avait même une étude qui disait, si tu arrêtes d'avoir des enfants aujourd'hui, le temps qu'ils soient adultes et qu'ils soient en âge, comme on sera de toute façon sorti du carbone à ce moment-là, ben, leur empreinte par rapport à la tienne, elle sera ridicule. C'est ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est que les gens qui polluent le plus ben, réduisent leur empreinte. Et on y arrive, tu penses? Parce que quand on regarde un peu les derniers résultats 2022, on n'a jamais émis autant de CO2 dans l'atmosphère équivalent avec le méthane et tout ça. Ouais. Ça m'a posé beaucoup de questions, ça, tu vois, en me disant le monde est en train de décarboner, en tout cas depuis une vingtaine d'années, et puis les 10 dernières années n'ont jamais autant développé l'hydro, l'éolien et le photovoltaïque. Mais pourtant, on n'a jamais balancé autant. Et t'as pas l'impression qu'on est un peu dans une sorte de leurre, comme ça, en fait, qu'on se dit, ouais, c'est bien, on est en train de décarboner le système hospitalier, on est en train de tout faire, mais qu'au final, non, on continue à envoyer autant de façon indirecte, tu vois, et qu'on ne prend pas suffisamment compte des externalités, un petit peu. Il y a ça certainement. Souvent, quand une entreprise fait son bilan carbone et qu'elle dit qu'elle est neutre en carbone, elle regarde juste son empreinte interne. Un aéroport, il va mettre des panneaux sur le toit et donc les ordinateurs vont fonctionner avec les panneaux solaires, donc ils vont dire qu'ils sont neutres en carbone. Oui, mais alors que c'est à cause d'eux qu'il y a des avions qui volent. Enfin, voilà. Oui. Et ils ne prennent pas en compte le fait que l'aéronautique avec les avions, ça a quand même une empreinte, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de greenwashing dans cette idée qu'on est sur la bonne voie. Et ce qu'on voit, mais bon, Jean-Marc Jancovici et d'autres l'ont bien montré, c'est qu'en fait, les énergies dites renouvelables ne font que s'ajouter à une consommation de pétrole et de charbon qui ne diminue pas. Donc non, on n'y est pas en termes de réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Ça, je vois les chiffres comme toi, on n'est pas sur la bonne route. Et c'est la même chose dans le secteur de santé. Il y a l'effet rebond. Et donc, si hier on avait des IRM qui ont une puissance de 1 giga, pour dire quelque chose, tu vois, aujourd'hui on a des IRM qui font une puissance de 2 gigas. Donc on va mettre des panneaux solaires pour réduire la consommation électrique de l'hôpital, mais en même temps on va mettre des machines qui consomment beaucoup plus d'énergie dedans. Donc tu vas devoir investir pour augmenter ton nombre de panneaux solaires et au final pour un gain marginal sur la santé. Ce que tu vois avec une résonance magnétique nucléaire de 1 giga, par rapport à 2 gigas, la différence, c'est une certaine visibilité dans l'image, mais qui va avoir un impact sur le traitement. Alors, soit c'est un impact minime, soit ça fait appel à des technologies, à haute empreinte, hyper pointues, hyper chères, et pas chères en sens de coût, mais en termes de matière, tu vois, et d'empreinte. Et donc, en fait, il y a un auto-entraînement. On a des meilleures machines qui vont consommer plus d'énergie pour avoir des meilleurs diagnostics. Mais pour traiter ces meilleurs diagnostics, on développe des molécules ou des traitements qui ont aussi une empreinte écologique plus élevée. Et donc, c'est la surenchère, si tu veux. On fait des meilleurs diagnostics pour traiter mieux, mais avec un bénéfice marginal, c'est-à-dire qu'un bénéfice réel en termes de gain d'espérance de vie, le nombre d'années gagnées, quoi, qui est assez limité par rapport aux technologies qu'on avait avant. Et donc, quand je parle de médicaments et de technologies essentielles, il faut faire la part des choses dans tout ce qu'on fait dans les soins et retrouver les trucs qui ont vraiment un grand impact. Et si ça disparaissait, allez, imagine, tu te casses la jambe, il n'y a plus personne pour se soigner la jambe. Hein? Et tu es jeune, tu es en pleine activité. Ça, c'est super important de s'assurer que la chirurgie ou qu'une femme puisse accoucher quand elle doit accoucher, que ça se passe dans les bonnes conditions ou qu'on peut désinfecter une plaie. Tu vois, il y a des trucs, c'est sûr, on en aura besoin. Et ça a un grand impact sur la survie et la mortalité. Après, si tu as une technologie qui sauve le cancer à 80%, et puis tu en inventes une qui sauve le cancer à 82%, mais que le coût énergétique est immense. Plus immense que ce qui te permet de diagnostiquer à 80. Ouais. Donc ça, le coût augmente. Mais est-ce qu'il y a un bénéfice finalement sociétal de donner à une personne sur 100 2 années de vie en plus par rapport à ne pas dépenser cette énergie, ces matières pour garder cette énergie, cette matière, pour se nourrir, tu vois. Donc à un moment, il faut qu'on ait une réflexion systémique de valeurs, en fait, tu vois. Il faut des réflexions éthiques sur
entre les services essentiels dont on ne peut pas se passer et ceux dont, effectivement, ça s'appelle des soins de santé, mais le bénéfice pour les gens qui le reçoivent est minimal, voire nul, parce qu'il y a aussi tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas déjà travailler là-dessus, sur les valeurs? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin ou pas d'une technologie qui a un impact minime sur la santé? Est-ce qu'on accepte en tant que société d'investir une tonne de CO2 ou 10 000 euros pour une technologie qui va avoir un bénéfice minime pour 2-3 personnes? Mais c'est génial parce que ça me ramène à ce que tu disais juste avant par rapport à prendre exemple sur des pays qui ont des difficultés à soigner mais qui arrivent malgré tout de façon très efficace où un petit up permet d'avoir un gain immense et de se dire bon ok, ce que tu as donné comme exemple avec l'IRM, bon, c'est la même chose en fait avec, je veux dire moi depuis que je suis très petit on a regardé ma rétine et à travers avec des appareils. Aujourd'hui, effectivement, on a des super technologies, écran plasma, écran plat, qui permet avec fibre optique de vérifier derrière et d'avoir, voilà, c'est du confort un petit peu beaucoup ce qui est sorti, ce qui sort. Et on a l'impression que, bah, du coup, les technologies qui sortent, même si certaines sont vraiment et permettent vraiment quelque chose d'incroyable, que ce soit en dentisterie ou n'importe quoi, des machines à 60 000 euros qui coûtent parfois très très cher et qui permettent plus d'avancées, plus de précision sur le diagnostic, et ça c'est bien. Mais on a l'impression en fait que vous à l'hôpital et dans les soins de santé, en fait vous subissez la même chose que ce qui se passe chez le consommateur qui achète son téléphone et à qui en fait on va vendre un téléphone plus cher qui a coûté plus d'énergie parce que les alliages sont plus petits, il est plus fin, on a fait en sorte qu'il soit bien plus performant, bien meilleur, donc l'énergie investie dans le téléphone est plus importante, mais au fait le gain finalement, à part exploiter plus de serveurs sur internet parce que ta vitesse augmente, à part avoir plus de fonctionnalités, bah, t'as pas vraiment de gain sociétal. Est-ce que aujourd'hui on a plus l'impression que la technologie est développée et est utilisée dans le monde entier, dans tous les systèmes, dans un but mercantile, et en même temps dans un but voilà, un petit peu d'égocentrisme, de progrès en quelque sorte. Regardez, on a inventé une technologie qui permet de faire XXX+, mais pas vraiment pour le point de vue humain. Aujourd'hui, tu as l'impression que les technologies qui sont développées dans le secteur hospitalier, et je parle vraiment de ton feeling à toi, c'est fait simplement pour avoir encore un truc à vendre et la démarche est un peu la même. Il y a le salon de l'hôpital avec les soins de santé et que tu as un vendeur qui est là, regardez, mon super rayon X3000, venez l'acheter, il est trop bien, alors qu'en vérité ça ne sert à rien, mais qu'on suscite un petit peu le patron de l'hôpital qui se dit oh, vas-y, je t'en recommande 10 pour mon service, c'est trop bien. Tu as l'impression qu'on est un peu là-dedans aujourd'hui on te vend la nouvelle voiture en quelque sorte. D'un côté complètement, de l'autre non. Complètement dans le sens où je crois que le secteur de la santé est un secteur économique comme un autre, dans le sens où il y a des sociétés privées qui essayent de vendre des molécules, des technologies et qui inventent des nouvelles molécules un peu différentes de l'autre pour dire que c'est mieux. Ou des technologies qui ne fonctionnent pas. Voire des technologies qui ne fonctionnent pas. C'est une petite référence à une dame qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, mais tu as peut-être entendu parler de cette histoire. Je vous mettrai ça en description, mais il y a une série sur elle qui s'appelle The Dropout qui avait inventé, soi-disant, les capacités de diagnostiquer dans une petite larme de sang les maladies de plein de gens, alors qu'en fait c'était un gros bullshit. Et l'entreprise a été évaluée à 9 milliards. Vous trouverez certainement ça en commentaire, sinon on le mettra en description de quoi je parle. Mais voilà, mais ce genre de choses, on est beaucoup là-dedans aujourd'hui. Et à la fois, tu disais non, pas du tout. Alors, on est beaucoup là-dedans et pas du tout dans le sens où un soignant, certainement quand il a fait ses études et quand il soigne tous les jours, il essaye de faire le mieux pour son patient individuel, tu vois. Et ça, je pense que c'est fondamentalement différent dans notre secteur. Quand un médecin ou un infirmier est face à son patient, il essaye de faire le mieux pour lui. Et il ne pense pas au reste du monde et aux limites et à l'empreinte carbone. Il essaye de faire le mieux. Là où on doit prendre un peu de recul, c'est de se dire oui, ok, ce patient-là, il va peut-être bénéficier de la Rolls-Royce des IRM. Mais en termes de société, investir dans cette Rolls-Royce, ça veut dire qu'on n'aura plus l'argent pour acheter suffisamment de traitements pour la tuberculose, par exemple. Tu vois, ou on n'aura plus assez de moyens pour assainir l'eau, pour que tout le monde ait de l'eau potable, si on tire à fond sur les limites. Tu vois. Donc, à un moment, il va falloir se poser la question de dire, mais ce patient-là, ok, je pourrais faire telle ou telle intervention en plus, mais qu'est-ce que ça va lui apporter individuellement par rapport à l'empreinte que cette technologie-là ne va pas faire. Et donc, il faut une réflexion sur les valeurs, sur ce qu'on appelle les soins palliatifs, les soins accompagnés, c'est de dire, on sait que vous avez une maladie, Ouais. La maladie,
ça fait partie de la vie et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié en fait. Ah ben totalement, on veut sauver des gens qui ont 95 ans, on va absolument les sauver, mais il y a une certaine réalité, tu as 95 ans quand même, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on atteint des âges pareils. C'est comme, je crois que ça a été une des grosses critiques avec la situation Covid, et il fallait, hein, parce que là-dedans il y a des grands-parents, je veux dire, moi si je perdais ma mère dans cette situation, et parce qu'on serait parti du principe de se dire, oh mais bon voilà, la personne était déjà vieille, donc au revoir, ça m'aurait vraiment fait chier, mais j'ai parfois l'impression qu'on a investi énormément de temps, d'énergie en se disant, non, faut pas que les gens meurent avec la situation Covid, alors que, ouais, ils ont bien vécu. C'est horrible ce que je dis là, je vais rentrer dans quelque chose qui est moralement et éthiquement... voilà, le but était médecin. Le but d'un médecin, c'est de sauver les vies et de ne pas faire de distinction. Si, vous faites de distinction. Les jeunes, quand même, il faut essayer de tout donner pour un jeune, ça c'est sûr. Mais dans un monde où il y a une restriction, une contrainte énergétique, une descente énergétique, c'est inévitable, ça arrive, c'est en cours. Dans une diminution des flux de matière, donc forcément, ça veut dire moins de capacité de l'hôpital de soigner. Ce qui n'est pas à un moment donné, en fait, on ne va pas devoir simplement faire des choix en se disant que tu as atteint un certain âge et on ne te soigne plus. C'est horrible hein, ce que je suis en train de dire là, mais je prends un cas de figure où la descente énergétique est plus rapide que prévu, dû à un conflit, dû à une situation géopolitique complexe, dû à des usines qui ferment, voilà quoi. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, l'âge n'est jamais le seul critère. Tu peux avoir quelqu'un de 90 ans qui est encore en super forme, un bon cœur, qui fait encore du vélo tous les jours. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est dans son lit depuis 2 ans et qui n'arrive plus à aller à la toilette tout seul, tu vois. Donc, on peut prendre d'autres critères en compte. Il y a des grilles d'évaluation pour voir quelle est l'état de santé, en fait, la santé de la personne, peu importe son âge. Et ça a été utilisé dans le Covid, ça a été discuté, ça a été critiqué, mais de dire, le médecin sait si cette personne a encore 1 mois d'espérance de vie, 6 mois d'espérance de vie, ou si elle a encore plusieurs années. Et ça peut être utilisé quand tu n'as pas assez de ressources. Ben, tu dis, ok, j'ai pas assez de lits là dans les soins intensifs, je prends ceux qui ont le plus de chances d'en sortir vivants. Parce que mettre des gens en soins intensifs et tu sais que la moitié vont mourir, et de mettre dans ces lits-là des gens dont tu sais qu'ils ont 90% de chances de mourir, il vaut mieux mettre quelqu'un qui a 30% de chances de mourir, si tu n'as pas assez de lits. Qu'est-ce qui s'est passé avec la situation Covid? Avec la situation Covid, les soins intensifs étaient remplis. À peu près à 100%, 90%. On a mobilisé des salles d'op pour mettre des patients intubés dans les salles d'op. On n'a plus opéré à cause de ça. Donc on a fait un choix. On a dit, on arrête d'opérer les fractures, les prothèses de hanche, pour mettre des gens qui sont avec le Covid. Donc on a eu un impact sur les autres soins. Il y a un rapport qui est sorti cette semaine d'évaluation de l'INAMI, hein, qui paye les soins de santé, qui dit on a encore 1 an de retard des interventions non Covid qu'on n'a pas fait pendant le Covid. C'était il y a bientôt 3 ans, ça. C'était il y a bientôt 3 ans. Et ça, c'est pour les interventions essentielles. Mais c'est dingue, 1 an de retard. Et moi, ça me fait penser, ça me ramène à la situation des événements de Verviers, où il a fallu 1 an et on n'a même pas remboursé tout le monde, et pour faire un maximum de réparations. En fait, c'est ça qui me donne un peu le tournis. C'est qu'un événement comme le Covid qui est arrivé, qui est une petite poussière sur nos 10 dernières années, hein, même si elle a eu un impact important, aujourd'hui encore, on en paye les pots cassés. Encore aujourd'hui, des gens doivent se faire opérer, ça accumule un retard. Mais imagine seulement que les capacités d'un nouveau virus qui débarque soient peut-être bien plus délétères, bien plus dangereuses. Enfin, c'est quelque chose que tu prends à crédit. Ça, en même temps, plein d'autres choses. Et moi, j'ai peur, et ça nous arrive à nous mener un peu tout vers cet entonnoir, que tous les événements en même temps font en sorte que tout notre système de soins s'effondre et qu'on est fucked up, quoi. Bienvenue sur limite, hein. On aime bien aller à la limite des choses. Le système de santé aujourd'hui est dépendant du pétrole à 100%. Aujourd'hui en Belgique, s'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de soins de santé. Ça, on est clair. Et on ne produit pas de pétrole en Belgique. Et on ne produit pas de pétrole en Belgique, donc il y a tous les enjeux géopolitiques. Et l'Europe n'en produit pas non plus. Non plus. On n'a plus l'Angleterre, on n'a pas la Norvège chez nous, donc enfin le Royaume-Uni. Non, et comme je disais, même si on avait du pétrole aujourd'hui, on fabrique en Chine. Donc voilà. Il faut que les Chinois aient du pétrole pour qu'on ait des médicaments, en quelque sorte. Comment on tire le frein à main de tout ça? Comment on fait en sorte de... Parce que pour moi, demain, il faut qu'il y ait une décision politique des gouvernements, du fédéral, du régional, de se dire, ok les gars, on tire le frein à main et on transforme tout de suite, mais vraiment on parle de transformation, du système de santé, parce qu'il y a des choses qui vont être inévitables et ça risque de faire chier beaucoup de monde.
Donc c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, parce que je ne sais pas, quand tu discutes de ça avec d'autres médecins, toi tu as travaillé là-dessus, j'ai un article que tu as fait qui est extrêmement complet, je vais essayer de mettre en description, sur comment est-ce qu'on peut être résilient et comment est-ce qu'on fait face aux descentes énergétiques et au dérèglement du monde. Tu en parles avec d'autres médecins, ils sont conscients de ça? J'ai parlé avec des jeunes médecins qui sortent de l'école, ils font pas du tout le lien entre énergie fossile, décarbonation et leur métier. Je leur parle de 2-3 mots, en 2-3 phrases, dans beaucoup d'écoles que j'ai visitées, et ils sont un peu dénus, tombent un peu dénus en disant « Ah merde, on n'a pas pensé du tout à la médecine du futur à ce niveau-là. » Toi, avec ton entourage? D'abord, en général, quand j'en parle des limites des matières, non, les gens tombent des nues en général. Dans ta profession? Déjà, le principe des limites des matières et le fait que notre système est complètement indépendant. La plupart des gens tombent des nues. Il commence à y avoir une prise de conscience sur l'empreinte du système de santé et qu'on devrait quand même mettre en œuvre des technologies moins polluantes, etc. Oui, mais est-ce que c'est fait en se disant, bon, il faut qu'on pollue moins, ou est-ce que c'est fait, bon les gars, il faut qu'on trouve quand même un moyen de ne plus être dépendant, parce qu'il y a toujours cette double contrainte. Ok, il faut moins émettre de gaz à effet de serre, c'est clair, hein, pour diminuer et surtout que chez nous en Belgique, on est quand même des bons pollueurs, importés, exportés, tout ce que tu veux. Donc diminuer chez nous, ça a un impact concret, ça c'est sûr, et même en France. Mais du coup, où est-ce qu'il y a quand même cette réflexion de se dire comment est-ce que nous pouvons survivre? Parce que là, on parle quand même de survie, d'adaptation. On va dépasser les 1,5, ça c'est sûr. On va avoir des galères, etc. Ça c'est sûr. On va peut-être atteindre les 2,7, 4 degrés, c'est horrible. Mais comment on s'adapte à ça? Je pense qu'il faut quand même... Est-ce qu'il y a cette réflexion de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on fait en sorte de continuer à fonctionner alors que tout est en train de se péter la gueule, quoi? Je dirais non. Et s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, on peut se mettre en contact et créer un groupe. Ouais. Parce qu'il y a un rapport qui va sortir prochainement de la London School of Economics, un centre universitaire anglais qui fait des études dans plusieurs pays développés. Et ils traitent de la résilience du système de santé, tu vois. Mais ils ne prennent pas du tout en compte les limites des matières. Ils vont investir dans les systèmes IT, dans le dossier partagé informatique ou des serveurs, des hôpitaux avec des médicaments qu'il faut être en stock, formés. Alors il y a des dimensions intéressantes, comme il faut suffisamment de personnel formé, bien encadré, mais le fait qu'il pourrait y avoir à un moment des contraintes sur les flux de matière qui vont impacter l'hôpital, ça ne fait pas partie du scope. Et j'ai essayé d'influencer le rapport belge parce que j'ai eu la chance d'y participer, mais c'est quelque chose qui est un peu inaudible aujourd'hui. Il y a un peu... Inaudible ou du déni? Ou simplement ça ne fait pas partie de leur paradigme? J'ai posé la question à Philippe Biwix, que tu connais probablement, dans une conférence quand il est venu à Liège, à Bruxelles, il y a 2-3 ans. C'était en 2019-2020. Et je lui ai dit, vous ne pensez pas que dans le système de santé aussi, on doit réfléchir au low-tech et tout? Et il a eu une réflexion que je pense que beaucoup de gens partagent, si même lui la partage, c'est de dire la santé c'est différent, on ne peut pas s'y attaquer. Et je pense que moi étant dans le système, je sais qu'on peut s'y attaquer. Il y a beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs les rapports qui sont sortis, même s'ils partent du point de vue on doit réduire notre empreinte, ils montrent qu'il y a moyen de faire des choses. C'est pas justement chez vous que ça doit croître. Je veux dire par là, c'est oui, il faut diminuer votre empreinte, c'est clair. Mais au lieu d'investir énormément de capacités, bon ça, Fairphone, c'est pas le bon exemple, mais au lieu de sortir autant de téléphones, mettre autant à profusion des outils de technologie, la PlayStation 6, la PlayStation 7 et tout ce que tu veux, ton siège intérieur cuir, tableau de bord avec siège massant dans ta voiture, etc. Mais en fait, allouer toutes ces technologies-là juste dans le système de santé. Je pars du principe que ça va continuer à croître, il faut continuer à faire en sorte de le protéger. On avait bien dit, on l'a dit juste avant dans cette vidéo, ne pas investir dans un nouveau rayon X juste pour investir dans un nouveau rayon X s'il y a un petit gain d'efficacité, mais faire en sorte en fait que tout soit alloué au système de soins à l'échelle mondiale. Mais après, ça demande de revoir complètement notre méthode de fonctionnement. Mais je pars du principe aujourd'hui que ce serait plus ça qu'il faudrait faire. Et on pourrait le faire à l'échelle locale déjà. Jean-Marc Jancovici, il y a quelques années, il avait dit le pétrole qui nous reste, on devrait le donner à l'agriculture. Parce que l'agriculture sans pétrole, ça va être compliqué. Il faudra choisir. Est-ce qu'on donne le pétrole qui reste à l'agriculture ou à la santé? C'est les deux. On avait dit que c'est la nourriture aussi. Ouais, c'est les deux. Tu vois, aujourd'hui, donc dans les rapports du Shift Project, ils ont comme cible de réduire notre empreinte à 2 tonnes de CO2 par an. Aujourd'hui, en Belgique, le système de santé, il consomme 0,8 tonnes de CO2 par personne. Donc, la moitié de notre crédit carbone part dans la santé aujourd'hui.
Donc même si on dit, oui, on protège la santé, il faut qu'on s'assure d'avoir tout, on ne pourra pas consacrer 50% de notre empreinte au système de santé. Il faut quand même faire en sorte Il va falloir diminuer. Et surtout, il va falloir travailler la résilience, parce que même si on veut maintenir autant que possible les gains de santé qu'on a aujourd'hui, un système qui est dépendant à fond de la Chine et de l'Asie et de l'Inde, ça ne va pas marcher. On le sait bien, la complexité du système fait qu'à un moment, ça va coincer. Oui, puis ça repose sur du fossile aussi, hein. C'est un port. Ça repose sur du fossile. Mais franchement, sans fossile du tout, il ne reste pas grand-chose dans le système de santé. Je pense qu'avec très peu de fossiles, il y a moyen de faire déjà pas mal. Mais il faut investir dans des agents de santé de proximité, des infirmiers, des médecins généralistes, et s'assurer qu'ils sont présents partout, renforcer leurs compétences, savoir faire un diagnostic sans machine, tu vois. C'est quelque chose les médecins font de moins en moins des diagnostics sans machine, parce qu'ils veulent confirmer, être sûrs, on fait une prise de sang, on va faire une petite radio. Et c'est normal, la technologie est là, abondante. Ils font de plus en plus avec des machines, c'est ça que tu veux dire? Ils font de plus en plus aujourd'hui. Et donc, si on veut un système de santé résilient et bas carbone, il va falloir accepter de revenir à un diagnostic peut-être moins sûr, mais avec une empreinte moins grande. Et alors, réserver les technologies de diagnostic pour des indications plus étroites. Et on pourra déjà faire des bénéfices. Déjà aujourd'hui, il y a des rapports qui sortent chaque année sur les médicaments inutiles qu'on pourrait déjà arrêter de prescrire, sur des examens qu'on fait beaucoup trop en Belgique, par exemple les scanners, les antibiotiques, on en prescrit trop en Belgique. Les antidépresseurs, on en prescrit beaucoup chez nous. Les antidépresseurs, les inhibiteurs de la pompe à protons, là, qui font que ceux qui ont mal à l'estomac ont moins mal à l'estomac, on en prescrit beaucoup trop. Alors, il y a toute une série de techniques alternatives. Il paraît que c'est parce que ça alimente un business, mais en même temps, tu vois, là, on rentre dans un autre truc. Non, mais c'est là où on revient quels sont les incitants aujourd'hui qui vont faire que le système va prendre les voies vertueuses qui existent déjà, qui n'ont pas d'impact sur la santé et l'espérance de vie, mais qui pourraient déjà réduire notre empreinte. Déjà là, on a du mal. Alors, penser à un système de santé sans fossiles, là, on n'est pas nombreux à réfléchir à ce genre de technique. Et je pense, peut-être grâce à mon expérience dans des pays où ils ont moins de ressources, je vois où on peut aller. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de place pour penser ce genre de choses. Et effectivement, comme tu disais, rien que le fait qu'on pourrait avoir des chocs systémiques qui font que le système de santé prend un coup, on devrait déjà réfléchir aujourd'hui de se dire, mais attention, si on prend des coups, qu'est-ce qu'on veut au minimum, quoi? Quel est le socle qu'on veut? Et commencer à travailler pour garantir ce socle minimum de soins pour le jour où on se prendra des coups plus sérieux que les inondations ou le Covid même. C'est bien parce que tout ce que tu me racontes là, je suis très content de te sentir autant éveillé sur ces questions-là. Tu es le premier médecin avec qui je peux parler de ça et qui comprend ce que je veux dire, donc ça me fait plaisir. Futur ministre de la Santé peut-être? Ce serait bien, ce serait pratique quand même, qui est au courant des limites du système Terre et tout ça, quoi. Ce serait bien, et pas seulement le ministre de la Santé, il faudrait que tous les ministres, en fait, qu'on élit la prochaine fois, aient comme agenda de tenir compte des limites planétaires et des risques systémiques qui nous arrivent. Ce serait super. Ouais, qu'il s'abonne à Limite déjà pour commencer, ça ferait plaisir. Moi, je voudrais te faire un exercice de pensée. J'aime bien faire ça parfois avec certains invités. Voilà l'état des lieux. Et on n'a même pas eu l'occasion de parler de l'état des lieux actuellement des médecins. Hein. Tu sais, on a eu quand même pas mal de gens qui ont quitté la profession due à la pandémie, de privatisation de certains hôpitaux, diminution aussi des capacités, hein, je veux dire, diminution des coûts. Donc du coup, c'est difficile pour les hôpitaux qui sont un peu à cran, toujours à cran. Ça, on n'en a pas parlé, mais on l'a résumé vite fait là maintenant. Petit exercice de pensée. On a réussi à décarboner, tous les hôpitaux ont des panneaux solaires sur leur toit, où ils ont 2-3 éoliennes qui travaillent pour eux, etc., etc., un système de stockage de l'énergie, bref. Prenons ce postulat-là. À quoi ressemblerait un système de soins en 2050? C'est dans pas longtemps. Mais qui a réussi à répondre à toutes les exigences. Là, j'arrive à pied, dans un hôpital, je vais me faire soigner. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, tu ne vas pas à l'hôpital. Tu vas d'abord, dans ton quartier, voir soit l'infirmier, soit le médecin généraliste du quartier. Et avec lui, tu fais le bilan de
la gravité, de voir si c'est dans un processus long terme, court terme, si ça t'impacte vraiment sur ta santé. Et lui, déjà, peut te soigner 80% de tes problèmes. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais en 2050, ça devra l'être encore plus. Après, si vraiment tu as besoin de l'hôpital, c'est que tu dois être opéré, c'est que tu dois avoir un examen un peu poussé. Et donc, déjà, l'hôpital, il y en aura beaucoup moins. Ou pas moins de sites, parce qu'il faut que l'hôpital soit à distance où tu peux aller en vélo. Ouais. Si je suis en capacité d'aller en vélo. Mais non, si je mais il y aura des ambulances. Ok, bien sûr, électriques. Électriques ou... Des ambulances vélo cargo, c'est possible ça? Ah bah ouais, pourquoi pas. Ça Donc, existe, ça existe déjà. Ça existe déjà, donc un gars qui pédale ou deux gars qui pédalent à l'avant, et derrière ceux qui donnent les soins. Non, les soins, non. Le transport. Hein. Le transport, mais parfois on donne des soins quand il t'arrive un truc. Tu as fait un AVC. Ah ouais, non. L'AVC, on se dit, ok, là on sort la voiture, l'ambulance électrique. Là on la sort. Ouais. Exercice de pensée, hein, j'en sais rien. Mais si on se dit, ah, il y a quelqu'un qui est tombé de sa chaise, bon, comment il va? Ok, ça va, bon, très bien, on vient avec le vélo cargo. Non, mais le plus souvent dans une ambulance, on ne fait pas de soins. On stabilise avant de démarrer. Quand c'est stabilisé, on y va. Si vraiment ça merde, on arrête l'ambulance. On remet en route et on y va. Donc je ne pense pas qu'il y a besoin, dans tous les cas, d'avoir un... Donc c'est possible d'avoir des vélos cargo électriques qui ont la capacité de transporter 2 personnes. Quand on a un petit moteur un peu costaud, je pense que ça ne posera pas problème. Tu vas à l'hôpital à 40 km s'il faut. Et là, tu as les soins. On peut t'opérer ta jambe, on peut t'opérer ta blessure. Mais il y a beaucoup moins de monde du coup dans cet hôpital quand on y va. Du coup, il y a beaucoup moins de monde, ouais. C'est plus un hôpital en fait qui reçoit pour différents types de médecine. Mais alors, mon dermato, je vais dans un dermato de quartier aussi plutôt qu'aller dans un hôpital. ORL, je vais dans un ORL de quartier aussi. Exercice de pensée. Hein. Non, je pense que les spécialistes seront encore à l'hôpital, mais il y en aura moins. Et donc, tu iras moins souvent. Ton généraliste va déjà traiter 80% de tes problèmes de dermato, si tu veux. Et donc, c'est vraiment les 20% qui ne sont pas pris en charge localement, pour lesquels tu vas à l'hôpital. Éventuellement, tu y vas toi-même si c'est un problème dermato. Et mes médicaments, je fais comment? Toujours la pharmacie, la bonne vieille pharmacie existe toujours ou c'est une herboristerie un peu mystique comme ça? Ah non, la bonne vieille pharmacie existe toujours. Je pense que ça, on n'y échappera pas. Ce qui change quand tu entres dans la pharmacie, probablement, c'est que tu as des médicaments en vrac. Tu n'as pas des petits blisters avec chaque petit comprimé. Tu as moins de choix. Au lieu d'avoir 5 paracétamol différents, tu n'en as plus qu'un. Peut-être le pharmacien va reprendre ses habitudes qu'il faisait avant, de préparer lui-même les médicaments à la bonne dose pour toi et le nombre de comprimés que tu as besoin pour toi. Aujourd'hui, on te vend une boîte, tu veux une boîte d'enfant, une boîte adulte, hop, il a tout. Il serait un peu comme un chimiste à l'arrière, il aurait toutes les matières premières, il va se dire, ah, tiens monsieur, vous pesez combien? Et il va faire la petite préparation, effectivement, un peu de cette façon-là, quoi. Je pense qu'on va plus vers des choses comme ça si on veut être plus... avec une empreinte, une plus grande sobriété dans la pharmacie, je pense que ça pourrait passer par des systèmes comme ça. Qu'est-ce qui change encore dans la médecine du futur? Mais donc, il y a beaucoup plus d'agents de santé communautaires qui vont être vraiment dans la communauté, qui vont travailler avec les gens sur comment ne pas tomber malade. Tu vois. Et donc, tu investis dans la bonne bouffe, la bonne ambiance, les bonnes fêtes pour que les gens soient heureux, on laisse personne sur le côté. On travaille aussi sur la fin de vie. Quand une personne est en fin de vie, on l'accompagne, on évite qu'elle souffre, mais on ne va pas faire des opérations, des médicaments chers qui vont prolonger sa vie de 6 mois. Ça va disparaître, c'est clair. Est-ce qu'on aura revu le concept de mort? Est-ce que l'humanité aura potentiellement à ce moment-là, on arrive un peu dans le philosophique, hein, accepter la mort sans essayer à tout prix de la repousser, de la combattre et de se dire qu'elle fait partie de la vie et de la célébrer plutôt que la pleurer? Je pense que ça ferait du bien à l'humanité, ouais. C'est beau, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Un conseil à donner aux gens qui regardent cette vidéo, les plus jeunes, les moins jeunes, et qui sont justement inquiets de la tournure que prend le monde et de se demander, tiens, ça fait partie, voilà, qu'est-ce que tu me dirais à moi qui a aujourd'hui 35 ans et qui sait que lorsqu'il va faire 50 degrés en France et en Belgique, ce sera quand j'aurai 70 ans, 70. Et qui va du coup devoir faire face en quelque sorte à des grosses déstabilisations et qui n'aura pas forcément la force physique pour y faire face. Voilà, quel conseil tu pourrais me donner à moi par exemple sur cet avenir de la santé? Il y a 3 choses que tu peux faire. C'est te tenir le plus en bonne santé possible, donc bien manger, faire du sport, éviter de t'exposer à des polluants chimiques ou autres,
et militer pour que ton environnement devienne plus sain. Ça, c'est 1. 2, quand tu vas voir ton médecin, ne pas demander un médicament, mais réfléchir, est-ce que j'en ai besoin, docteur? Vous êtes sûr? Pas lui mettre la pression, parce qu'en général... Et enfin, quand tu seras plus vieux peut-être, mais déjà avec nos ancêtres, réfléchir en disant quel est le sens de la vie? Comment est-ce que je souhaite terminer ma vie? Est-ce que je souhaite terminer à la maison ou à l'hôpital? Pourquoi est-ce que tu vas aller à l'hôpital? C'est pour avoir du soutien, mais on peut organiser le soutien à la maison, tu vois. Avoir une réflexion sur la mort. Ça, on peut déjà commencer aujourd'hui, je pense. David, merci à toi. C'était un moment super cool. J'espère te recevoir encore prochainement sur cette chaîne parce qu'il y a encore tellement de choses à dire, à raconter. Là, je pense qu'on a parlé plus d'une heure. N'hésite pas, si jamais tu as envie de revenir et qu'il y a un sujet important, tu es ici chez toi, tu es le bienvenu. Et merci d'avoir été là. Avec plaisir. Merci à toi. Et merci à vous aussi. N'oubliez pas de commenter, de donner votre avis un petit peu sur cette vidéo, de la partager, de vous abonner, c'est important pour faire évoluer cette chaîne. On essaye d'aborder des sujets qu'on aborde rarement ailleurs. Voilà. Merci tout le monde, portez-vous bien.